L'histoire de l'esclavage est un rappel douloureux de la capacité de l'humanité à la cruauté et à l'oppression. L'esclavage en Amérique était profondément ancré depuis l'ère coloniale jusqu'à la période antebellum, avec des Africains réduits en esclavage et leurs descendants soumis à un travail forcé, à des punitions physiques et à diverses formes de dégradation. Le terme antebellum vient du latin où ante signifie avant et bellum signifie guerre. Dans le contexte de l'histoire américaine, l'ère antebellum fait référence à la période précédant la guerre civile américaine, spécifiquement les années entre la fin du XVIIIe siècle, qui était après la guerre de 1812, jusqu'au déclenchement de la guerre civile en 1861. Le terme ère antebellum est couramment utilisé pour décrire cette période, car il capture les caractéristiques sociales, économiques et politiques distinctes de l'époque, qui ont finalement conduit au conflit et à la division qui ont abouti à la guerre civile. C'était une période de croissance et de transformation significative aux États-Unis, marquée par l'industrialisation, l'expansion vers l'Ouest et des débats sur l'esclavage. Oui, l'esclavage. Le Sud antebellum se caractérisait par l'utilisation de l'esclavage et la culture qui l'a favorisée. Au cours de cette époque, les intellectuels et dirigeants du Sud ont progressivement changé leur discours, passant de la présentation de l'esclavage comme un système embarrassant et temporaire à une défense de l'esclavage comme un bien positif. Et pour cela, le mouvement abolitionniste, qui venait juste d'émerger à l'époque, a été sévèrement critiqué par ses dirigeants pour son opposition à l'esclavage. La demande a augmenté les prix des esclaves, poussant l'interdiction d'importer plus d'esclaves d'Afrique a fait grimper les prix des esclaves, rendant rentable pour les petites exploitations dans des régions plus anciennes, comme la Virginie, de vendre leurs esclaves plus au sud et à l'ouest. La plupart des agriculteurs du sud avaient des exploitations de petite à moyenne taille avec peu d'esclaves, mais la richesse des grands propriétaires de plantations, souvent reflétée par le nombre d'esclaves qu'ils possédaient, leur conférait un prestige et un pouvoir politique considérable. Pendant l'ère antebellum, la nation a lutté avec des questions telles que les droits des États, l'expansion de l'esclavage dans de nouveaux territoires et les tensions entre le Nord et le Sud. Ces facteurs ont contribué au déclenchement éventuel de la guerre civile, qui a eu un impact profond et durable sur le pays. Cependant, bien que la déshumanisation et le mauvais traitement des esclaves soient bien documentés, avec de nombreuses preuves de relations sexuelles, allant des viols à ce qui semble être des partenariats romantiques relativement symbiotiques entre les maîtres esclavagistes blancs et les femmes noires dans le Sud antebellum. Un aspect moins connu est l'abus subi par les esclaves masculins noirs aux mains des femmes blanches de l'élite, c'est-à-dire les femmes de la classe des planteurs. Oui, cela s'est aussi produit. Les femmes blanches de la classe des planteurs font référence à un groupe spécifique de femmes qui appartiennent à l'élite des propriétaires de plantations dans le sud américain des États-Unis. Durant l'ère antebellum, ces femmes étaient associées aux riches propriétaires de plantations, principalement axés sur la culture de rente comme le coton, le tabac et le riz, et dépendaient fortement du travail des esclaves. Ces riches propriétaires de plantations étaient appelés la classe des planteurs, tandis que leurs épouses, qui occupaient des positions privilégiées au sein de la hiérarchie sociale de l'époque, étaient les femmes blanches de la classe des planteurs. Cependant, en utilisant une analyse socio-historique intersectionnelle, cette vidéo explore l'histoire souvent négligée de l'exploitation et du mauvais traitement subi par les esclaves masculins noirs, en examinant les facteurs qui ont pu contribuer à l'incidence des rencontres sexuelles entre les femmes blanches de la classe des planteurs et les hommes esclaves, les dynamiques de pouvoir qui y sont intégrées et leurs implications en termes de consentement sexuel. Ce segment montre également comment ces femmes blanches de la haute société qui s'engageaient dans ces relations utilisaient le sexe comme un instrument de pouvoir, perpétuant simultanément à la fois la suprématie blanche et la violence sexuelle et le patriarcat pendant cette sombre époque. Avant de plonger dans le vif du sujet, merci de cliquer sur le bouton j'aime juste devant vous, de partager pour continuer à diffuser ces contenus révélateurs et de vous abonner. Tu te souviens juste que tout ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir et de te détendre pendant que nous te dévoilons aujourd'hui l'histoire peu commune des femmes blanches de la classe des planteurs et des abus remarquables que les esclaves masculins noirs ont subis de leur part. Maintenant, commençons. L'intersection du pouvoir et du genre, l'esclavage n'était pas seulement un système défini par la soumission raciale, mais aussi un système qui renforçait les hiérarchies de genre. Bien que les femmes blanches de la classe des planteurs dans le sud antebellum soient liées par les attentes sociétales de féminité, elles détenaient néanmoins un pouvoir significatif dans le contexte de l'esclavage. Ces femmes jouaient des rôles actifs dans le maintien et la perpétuation de l'institution.
l'autorité qu'elles exerçaient s'étendait à la gestion et au traitement des individus asservis, y compris des esclaves masculins noirs. Les femmes blanches avaient le pouvoir de donner des ordres, de donner des instructions et d'imposer la discipline dans leur foyer et sur les plantations. Il est très important de noter que dans le Sud-américain avant la guerre civile, les femmes blanches ne pouvaient pas voter, elles ne pouvaient pas occuper de fonctions publiques. Quand elles se mariaient, leur propriété appartenait techniquement à leur mari. Mais il y avait une chose qu'elles pouvaient faire, tout comme les hommes blancs, elles pouvaient acheter, vendre et posséder des personnes asservies. Dans le livre « They Were Her Property, White Women as Slave Owners in the American South », écrit par Stephanie Jones Rogers, l'historienne soutient que les femmes blanches étaient loin d'être des spectatrices passives dans le commerce de l'esclavage, comme l'ont soutenu des historiens précédents. Au contraire, elles étaient des participantes actives, renforçant leur propre pouvoir économique grâce à la possession d'esclaves. Dans le passé, les historiens avaient souvent fondé leurs conclusions sur le rôle des femmes blanches dans l'esclavage sur les écrits d'un petit sous-ensemble de femmes blanches du Sud. Mais Jones Rogers, qui est professeur associé d'histoire à l'Université de Californie, Berkeley, s'est cette fois appuyé sur une source différente, à savoir des interviews avec des personnes anciennement asservies réalisées pendant la Grande Dépression dans le cadre du Federal Writers Project, un organisme de la Works Progress Administration. Ces interviews, écrit Jones Rogers, montrent que les filles blanches étaient formées à la possession d'esclaves, à la discipline et à la maîtrise, parfois dès la naissance, recevant même des personnes asservies en cadeau quand elles n'avaient que 9 mois. Les parents esclavagistes blancs forment leurs filles à devenir des propriétaires d'esclaves. Elles leur donnent des leçons sur la discipline des esclaves et la gestion des esclaves. Certaines laissent même leurs filles infliger des punitions physiques, dit Jones Rogers. Les parents esclavagistes et les membres de la famille esclavagiste offraient des personnes asservies aux filles en cadeau, parfois pour Noël, quand elles ont eu 16 ans ou quand elles ont eu 21 ans. Il existe même des récits de parents esclavagistes et de membres de la famille offrant des bébés filles blanches, des personnes asservies, comme s'ils leur appartenaient. Il y a un cas particulier dans un dossier judiciaire où une femme parle de la façon dont son grand-père lui a donné une personne asservie, comme si c'était la sienne, alors qu'elle n'avait que 9 mois. Et comment une bébé de 9 mois aurait-elle pu savoir qu'elle avait un esclave à elle si on ne le lui avait pas dit? Apparemment, elle a été formée aux ficelles du métier. Elle a grandi en sachant qu'une autorité absolue sur autrui lui avait été conférée, qu'elle avait une propriété en attente à elle sous la forme d'un être humain, a déclaré un poète et écrivain à propos de ses découvertes dans le livre « They Were Her Property » de Jones Rogers. De tels enfants grandissent sans même reconnaître les esclaves noirs comme des êtres humains. Ces soins exacts ont sans aucun doute beaucoup contribué à la création de personnalités hautement racistes et suprémacistes dans les sociétés en général. C'est une structure mentale profondément défaillante qui doit être déconstruite, une mentalité qui doit être revisitée encore et encore pour créer un nouvel état d'esprit, celui qui, au bout du compte, verrait et considérerait tous comme égaux. Exploitation sexuelle. Un des aspects les plus troublants des abus subis par les esclaves noirs masculins aux mains des femmes blanches de l'élite était l'exploitation sexuelle. Bien que le récit dominant dépeigne souvent les femmes blanches comme passives ou innocentes, il y a eu des cas où elles s'engageaient activement dans des relations sexuelles non consensuelles et des viols, exploitant leur pouvoir et leur contrôle sur les esclaves noirs masculins. Ces actions ont perpétué un cycle de violence sexuelle et de dégradation, déshumanisant encore plus ceux qui étaient déjà réduits en esclavage. Voici un exemple parmi tant d'autres trouvé dans l'autobiographie « Incidents in the Life of a Slave Girl » où l'auteur Mary Jacobs, qui a été esclave, parle de la façon dont les filles des planteurs profitaient des esclaves masculins. Elles savent que les femmes esclaves sont soumises à l'autorité de leur père en toutes choses, et dans certains cas, elles exercent la même autorité sur les esclaves masculins. J'ai moi-même vu le maître d'un tel foyer, la tête baissée de honte, car il était connu dans le quartier que sa fille avait choisi l'un des esclaves les plus méprisables de sa plantation pour être le père de son premier petit enfant. Elle ne faisait pas ses avances à ses égales, ni même aux serviteurs plus intelligents de son père. Elle a choisi le plus brutalisé, sur lequel son autorité pouvait s'exercer avec moins de crainte d'exposition. Le type de relation décrit ici par l'auteur est clairement un comportement sexuellement prédateur. Et un tel acte, comme le confirme Jacobs, n'était pas rare, ni ne peut être classé comme consensuel dans un sens significatif du terme. Cela constitue en fait une forme d'abus sexuel, sinon un viol.
Nous voyons donc que les maîtresses de plantation et les femmes de l'élite, tout comme leurs homologues masculins, étaient capables de contrôler et d'abuser sexuellement de leurs esclaves. Une autre façon dont les femmes blanches de la classe des planteurs pouvaient exercer un contrôle sexuel sur les esclaves était en menaçant de les accuser de viol ou de tentative de viol s'ils n'acceptaient pas d'avoir des relations sexuelles. En faisant cela, les femmes blanches de l'élite ont utilisé l'un des principaux instruments de la répression patriarcale, l'idée qu'elles étaient faibles et avaient besoin de la protection des hommes blancs, et par extension, qu'elles avaient besoin de contrôle et de domination par les hommes blancs pour exercer un contrôle racial sur les esclaves noirs. Cause possible de l'exploitation sexuelle. Pourquoi ces femmes ont choisi d'abuser sexuellement des esclaves variait probablement selon les situations. Peut-être que certaines d'entre elles s'ennuyaient tout simplement ou étaient sexuellement frustrées. Mais peut-être, du moins à un niveau subconscient, exploiter sexuellement des esclaves était un moyen de compenser leur manque de pouvoir dans d'autres aspects de leur vie. Les femmes de la classe des planteurs étaient considérées comme la propriété de leur mari et manquaient d'une certaine autonomie sexuelle par rapport aux hommes. Il est possible que l'exploitation sexuelle des esclaves par des femmes qui avaient peu de pouvoir par rapport aux hommes blancs soit une source de plaisir qui créait un sentiment de pouvoir. Cela ne vise pas à excuser les actions des femmes blanches sexuellement abusives, ni à suggérer que l'abus sexuel des hommes esclaves n'aurait pas eu lieu si les femmes avaient bénéficié d'un statut plus élevé dans la société. Cependant, tout comme les femmes blanches propriétaires d'esclaves exprimaient souvent leur frustration sur les esclaves par une cruauté et une violence excessive, elles utilisaient probablement aussi le sexe comme un moyen de domination et de contrôle dans une société où elles étaient relativement impuissantes. Leur liberté et leur mobilité étaient sévèrement limitées. Par exemple, elles n'étaient généralement pas autorisées à voyager sans un chaperon masculin plus âgé. La violence conjugale était souvent considérée comme une méthode légitime pour les hommes de contrôler leurs épouses à l'époque antebellum. En effet, en privé, de nombreuses femmes de plantation étaient malheureuses de leur manque de liberté et de l'attente qu'elles restent dévouées, obéissantes, agréables et joyeuses pendant que leurs maris avaient des aventures ou violaient des esclaves. Savoir que les enfants esclaves de race mixte qui les entouraient étaient les descendants de leurs maris était à la fois humiliant et déchirant. L'historienne Catherine Clinton, en 1982, a déclaré ceci: « Si les maîtresses de plantation pouvaient vivre sans reproche, leurs maris, pères, fils et frères pouvaient se vanter de la supériorité de leur civilisation. » Elle va même jusqu'à les qualifier de prisonniers déguisés. Les femmes du Sud, qui se mariaient généralement à un âge plus jeune que celles du Nord, souvent à 15 ou 16 ans, se retrouvaient souvent abandonnées sur les plantations pendant que leurs maris voyageaient pour affaires, pour le plaisir, pour des obligations militaires. La vie d'une maîtresse de plantation était souvent solitaire et triste. Abus physiques. En 1830, l'esclavage était principalement situé dans le Sud, où il existait sous de nombreuses formes différentes. Les Afro-Américains étaient réduits en esclavage dans de petites fermes, de grandes plantations, dans des villes et des villages, à l'intérieur des maisons, dans les champs, dans l'industrie et les transports. Bien que l'esclavage ait eu une si grande variété de visages, les concepts sous-jacents étaient toujours les mêmes. Les esclaves étaient considérés comme des biens, et ils l'étaient, parce qu'ils étaient noirs. Leur statut en tant que propriété était maintenu par la violence, réelle, menaçante. Des gens, noirs et blancs, vivaient ensemble dans ces paramètres, et leur vie commune prenait de nombreuses formes. La violence physique n'était pas limitée aux propriétaires d'esclaves blancs. Les femmes blanches participaient également à des actes de brutalité contre les esclaves noirs. Ces actes allaient des coups de fouet et des battements à l'infliction d'autres formes de châtiments corporels, laissant des cicatrices physiques et psychologiques durables. Un bon exemple des mauvais et indicibles extrêmes auxquels pouvait aller la violence physique sur les esclaves noirs, hommes et femmes, est celui-ci. C'est l'infâme histoire de nul autre que Madame Marie-Delphine Lalaurie. Madame Lalaurie battait ses esclaves, leur crevait les yeux, leur faisait des trous dans la tête et laissait des asticots infester les ouvertures. Et si vous pensez que tout cela n'est qu'un terrible mensonge ou une farce, alors préparez-vous à ce que vous allez entendre au sujet de ce propriétaire d'esclaves du XVIIIe siècle, le terrible mal infligé à ses esclaves. Voici un bref aperçu de Marie-Delphine Lalaurie. Le 10 avril 1834, au manoir situé au 1140 Royal Street, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, un incendie s'est déclaré. Les voisins se sont précipités pour aider, proposant de verser de l'eau sur les flammes et d'aider la famille à évacuer.
Cependant, quand ils sont arrivés, ils ont remarqué quelque chose d'étrange, selon les normes de l'élite du Sud au 19e siècle. La femme de la maison essayait de sauver ses bijoux et ses fourrures sans l'aide de ses esclaves. Madame Lalaurie, la grande maîtresse de la maison, seule. Un manoir sans esclaves semble choquant. Quand on lui a demandé où étaient ses serviteurs, elle a dit à tout le monde de se mêler de leurs affaires. Certains disaient que c'était assez mystérieux. D'autres disaient avoir entendu de faibles gémissements et des cris venant du grenier. Quoi qu'il en soit, une petite brigade a décidé de forcer l'entrée de la maison et de trouver les esclaves de la femme. Pourtant, quand ils ont ouvert la porte du grenier, ils se sont arrêtés net. Quelques vomissements à cause de l'odeur. C'était impossible de supporter ce spectacle horrible qui tordait l'esprit et l'estomac. Tout était là, frappant. Toute la folie qu'un diable pourrait être, toute la laideur des choses misérables qui ne peuvent être que imaginées. Ce que les intrus avaient trouvé, c'était la chambre de torture de Madame Marie-Delphine Lalaurie, régulièrement classée parmi les tueurs en série les plus infâmes au monde, juste à côté de la comtesse hongroise Elisabeth Báthory, qui buvait du sang et était cannibale au XVIe siècle. Les voisins avaient confirmé leurs soupçons à son égard. La raison de la disparition de tous les esclaves de Lalaurie était maintenant visible pour le monde entier. C'était de la sauvagerie. Des tas de cadavres, d'organes et de membres, des esclaves cloués sur des tables ou entassés dans de petites cages, des barres de métal avec des pointes enroulées autour des cous des esclaves pour les empêcher de bouger la tête, tandis que d'autres étaient placés dans de petites cages et leurs os avaient été démontés et réajustés pour y tenir. Fou! Des corps vivants avec les yeux crevés, les ongles arrachés, des oreilles pendantes par des lambeaux de peau ou la bouche remplie de matière fécale et cousue. Beaucoup d'entre eux, des gens avec des peaux écorchées et des blessures purulentes. Plusieurs témoignages affirment qu'ils ont trouvé une femme dont la peau avait été arrachée en spirale pour lui donner l'apparence d'une chenille, une autre avec les os brisés et réajustés pour qu'elle ressemble à un crabe, et encore une autre dont les intestins avaient été arrachés et noués autour de la taille. Beaucoup de ces victimes, certains avaient affirmé, étaient jusqu'à une centaine qui étaient supposément encore en vie, pourris et affamés. Aucun type de maltraitance physique n'est allé aussi loin. Lalaurie est devenue célèbre pour la brutalisation dépravée de ses esclaves. La légende dit qu'une cuisinière esclave de 70 ans, qui avait été enchaînée à la cuisinière dans la cuisine par Lalaurie et qui était aussi en train de mourir de faim, a commencé l'incendie. Lors de son interrogatoire, la femme avait admis qu'elle avait déclenché l'incendie dans une tentative de se suicider, puis elle a dû faire face à la torture de Lalaurie. Madame Lalaurie avait menacé de l'emmener dans la chambre du haut. Personne qui est allé dans la chambre du haut n'est jamais revenu, selon la cuisinière. La dame avait décidé qu'il valait mieux mourir que de souffrir aux mains de Madame Lalaurie. Suite à cette découverte, la chambre du haut a été forcée pour enquêter sur les affirmations de la cuisinière. Et sans aucun doute, la chambre du haut était un enfer sur terre pour les esclaves qui y finissaient. Née le 19 mars 1787, dans la Nouvelle-Orléans alors sous domination espagnole, sous le nom de Marie-Delphine McCarthy. La plupart de la vie de Lalaurie s'est écoulée sans véritable indication de cruauté ou de mal. Malgré les rumeurs selon lesquelles des esclaves auraient tué ses parents, la maîtresse a en fait mené une vie assez normale et privilégiée. Elle faisait partie intégrante de la haute société de la Nouvelle-Orléans et était aimée comme une figure gentille, douce et courtoise. Le père de Lalaurie était Louis Barthélemy de McCarthy, à l'origine chevalier de McCarthy, dont le père Barthélemy, D. McCarthy, a amené la famille à la Nouvelle-Orléans d'Irlande vers 1730, pendant la période coloniale française. Sa mère était Marie-Jeanne Lalaurie, aussi connue sous le nom de la veuve Lecomte, car son mariage avec Louis B. McCarthy était son deuxième mari. McCarthy était son deuxième mari. Les deux parents de Delphine étaient des figures importantes dans la communauté créole européenne de la ville. Son oncle par mariage, Esteban Rodriguez Miro, était gouverneur des provinces espagnoles d'Amérique de la Louisiane et de la Floride de 1785 à 1791, et son cousin, Augustin de McCarthy, a été maire de la Nouvelle-Orléans de 1815 à 1820. Lalaurie s'est mariée 3 fois et a eu 5 enfants, dont on disait qu'elle s'occupait avec amour. Son premier mari était un Espagnol nommé Don Ramón de López y Angulo, un caballero de la Royale de Carlos, un officier espagnol de haut rang. Le couple a eu un enfant ensemble, une fille, avant sa mort prématurée à La Havane, alors qu'il se rendait à Madrid. 4 ans après la mort de Don Ramón, Delphine s'est remariée, cette fois avec un Français nommé Jean Blanc. Blanc était banquier, avocat et législateur, et était presque aussi riche dans la communauté que la famille de Delphine l'avait été. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, 3 filles et un fils. Après la mort de Jean Blanc,
Delphine a épousé son troisième et dernier mari, un médecin beaucoup plus jeune nommé Léonard Louis Nicolas Lalaurie. En 1831, Madame Lalaurie a acheté un manoir de 3 étages au 1140 Royal Street, dans le Vieux Carré. Et comme beaucoup de femmes de la haute société à l'époque, Madame Lalaurie avait des esclaves. Les récits sur le traitement des esclaves par Delphine Lalaurie entre 1831 et 1834 sont mitigés. Marie-Marie, écrivant en 1838 et racontant des histoires que lui ont racontées des habitants de la Nouvelle-Orléans lors de sa visite en 1836, a affirmé que les esclaves de Lalaurie étaient remarquablement émaciés et misérables. Cependant, lors de ses apparitions publiques, Lalaurie était généralement poli avec les personnes noires et s'inquiétait de la santé de ceux qui étaient asservis. À 2 reprises, on sait qu'elle a émancipé 2 de ses esclaves selon les archives judiciaires, Jean-Louis en 1819 et Devance en 1832. Les registres funéraires entre 1830 et 1834 documentent les décès de 12 esclaves au manoir de Royal Street, bien que les causes de décès ne soient pas mentionnées. Cependant, les rumeurs publiques concernant le mauvais traitement des esclaves par Lalaurie sur sa propriété étaient devenues suffisamment répandues qu'un avocat local a été envoyé à Royal Street pour rappeler à Lalaurie les lois sur l'entretien des esclaves. Lors de cette visite, l'avocat n'a trouvé aucune preuve de faute ou de mauvais traitement des esclaves par Lalaurie. Cependant, après la visite de l'avocat, l'un des voisins de Lalaurie a vu une esclave de 12 ans tomber à sa mort du toit du manoir de Royal Street en essayant d'éviter une punition de Lalaurie qui brandissait un fouet. 2 de ces rapports sont enregistrés comme étant vrais. D'une part, un homme avait tellement peur de la punition qu'il s'est jeté par la fenêtre du 3e étage, choisir de mourir plutôt que d'être soumis à la torture de Madame Lalaurie. L'autre rapport, cependant, concernait la jeune esclave de 12 ans, nommée Léa, en 1833. On disait que Léa brossait les cheveux de Madame Lalaurie et avait involontairement tiré un peu trop fort, ce qui avait mis Lalaurie dans une colère noire. La maîtresse avait poursuivi la petite esclave avec un fouet jusqu'à ce que la fille tombe du toit de la maison et meure. L'incident a conduit à une enquête sur les Lalaurie, dans lequel ils ont été reconnus coupables de cruauté illégale, car le corps de Léa a été découvert caché dans un puits grâce à des témoins qui avaient vu Lalaurie enterrer le corps de la fille. Elle a été condamnée à une amende de $300 par les autorités et forcée de renoncer à 9 esclaves de son foyer. Ces 9 personnes asservies ont été rachetées par les Lalaurie par l'intermédiaire d'un parent et renvoyées au Royal Street Mansion, où elle a continué à les torturer jusqu'à la nuit de l'incendie en 1834, le 10 avril. Marie-Delphine. Lalaurie et son mari avaient fui par bateau, laissant le majordome, qui avait également participé à la torture, faire face à la colère de la foule qui avait envahi son manoir, poussé par la folie de son mal. Certains historiens ont été amenés à penser que peut-être la mort de sa famille aux mains des esclaves pendant la rébellion haïtienne avait fait éclater l'obscurité volcanique qui sommeillait en elle, prenant ainsi le contrôle de sa personnalité. Mais cela ne justifie pas un mal aussi odieux. Et bien que des charges n'aient jamais été portées contre Lalaurie, sa réputation dans la société de la haute bourgeoisie a été détruite. On pense qu'elle est morte à Paris en décembre 1842. Explorer l'abus des esclaves noirs masculins par des femmes blanches révèle une dimension troublante de l'histoire qui a souvent été négligée ou délibérément réduite au silence. En confrontant cette réalité douloureuse, nous remettons en question les récits conventionnels entourant l'esclavage et approfondissons notre compréhension des dynamiques de pouvoir complexes en jeu. Reconnaître ces injustices historiques est une étape importante vers la construction d'un avenir plus inclusif et équitable. Alors, penses-tu en général de ça? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires et restez avec nous pour un contenu encore plus approfondi sur l'abus des esclaves noirs masculins à l'époque de l'antebellum. C'était vraiment excitant de vous avoir avec nous tout au long de ce segment vidéo. N'oubliez pas de nous encourager en appuyant sur ce bouton « J'aime » juste devant vous. C'est sûr, partagez vos pensées sur le contenu, utilisez aussi le bouton de partage pour faire prendre conscience à d'autres amis et connaissances et abonnez-vous pour rester avec nous sur la chaîne. Vous êtes de la famille? Merci d'être là pour nous. À bientôt.